diversité qui est apparue ce soir du monde italien. Et moi, je vais être très banale, je vais vous ramener à un personnage que Ismail Kadare a qualifié d'incontournable. Il a sorti un petit bouquin qui s'appelle Dante, l'incontournable. Alors, je vais essayer de ne pas vous ennuyer du tout. Hein. Vous allez m'excuser si je vais lire de temps en temps ou souvent, parce que difficile d'improviser autour de ce personnage. Je précise que je veux essayer de voir avec vous l'implication politique de Dante, son engagement. C'est pas le poète strictus sensu, c'est l'homme de sa cité et de son pays, puisqu'il va nous parler régulièrement de l'Italie, Le 17 mars 1861, un Parlement national réuni à Turin proclamait le roi de Piémont-Sardaigne, Victor Emmanuel II, roi d'Italie. Capitale, Turin. Le 24 août 1862, par une loi, le même roi, Victor Emmanuel II, créait la première lyre italienne. Le 2 juin 1946, par référendum, le peuple italien se choisissait la République, la monarchie étant en concurrence dans ce choix-là, et avec 500 000 voix de majorité, les Italiens choisissent la République. Ainsi naissait l'État moderne que nous connaissons, depuis les Alpes jusqu'à la Sicile. Cette année se célèbre un siècle et demi de cette unité. Durant toute cette année, l'Italie va être occupée par des célébrations très très nombreuses, très variées. Tout le monde culturel, le monde économique, les intellectuels sont tous concernés par cette célébration. Ce sera quand même non sans quelques agitations, non sans quelques fortes contestations, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'Italie se trouve extrêmement agressée par disons, une volonté, non plus de fédéralisme, mais de séparatisme, hein, avec la position ferme et de plus en plus active de la Lega Nord, avec un sénature hein, qui s'appelle Bossi, qui est extrêmement agressif. Bon, de sorte que les traditionalistes ont forcé la dose sur cette unité-là. Alors, sur quoi tout va se tourner autour des fortes personnalités qui ont fait cette unité, Cavour, Cambal, Mazzini, Verdi, Manelli, et des poètes et des hommes politiques, tout cela va être évoqué. C'est dans ce groupe de grands patriotes que vous allez être peut-être choqués, que j'inclus Dante Alighieri, et vous avez certainement le droit de vous demander qu'est-ce que Dante, né en 1266, mort en 1321, vient faire avec cette agitation moderne aujourd'hui autour de l'unité italienne. Eh bien, peut-être, je vais essayer de vous démontrer qu'il y a peut-être sa place. Alors, je m'appuie timidement sur les propos du président de la République, Giorgio Napolitano, qui a donné une interview, vous savez, au supplément du Figaro, le magazine, du 12 mars 2011, et qui dit essentiellement, entre autres, l'unité de l'Italie a couronné les rêves de Dante. Bon, alors, essayons de voir ces rêves ensemble. Hein. Naturellement, l'entité qui s'appelle Italie aujourd'hui n'existe pas à l'époque de Dante. Pourtant, la Divine Comédie est remplie de Italia, Italia, Italia. Il n'y a pas que la Toscane, il n'y a pas que Venise et toutes les villes qu'il va visiter parce qu'il va être exilé. Non, il y a Italia. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y mettait dedans. Bien sûr, il faut Florentin. Essentiellement.
actif dans une cité extrêmement agitée. Mais comme est agitée toute l'Italie. Alors, il faut juste une petite base, mais très, très rapide. Quelle est la situation politique de l'Italie à l'époque, hein? Donc nous sommes au XIIIe et au XIVe, c'est quoi? L'Italie fait partie du Saint-Empire germanique. Hein? Les empereurs qui se succèdent ne sont jamais des Italiens, ils sont tous de souche germanique. Et toute l'Italie participe à cette grande politique impériale. Et toute l'Italie, à sa manière, dans toutes les villes, vous avez le parti de l'empereur, qu'on appelle les Gibelins. Mais en face, il y a une puissance énorme. Hein. Un grand historien italien appellera la muraglia papale. Il y a la force des papes. Alors, toute l'Italie de l'époque, tous les villages de l'Italie de l'époque, toutes les grandes villes de l'Italie est partagée en deux parties, le parti du pape et le parti de l'empereur. Voilà. Alors, naturellement, Dante, qui est très très impliqué dans tout ça, va se trouver concerné par cette rivalité entre les deux partis. Il va épouser, pour ne pas arranger les choses, il va épouser la fille d'un chef guelfe très ultra, une Donati. Et aussi, cela va lui créer des ennuis, pas familiaux, mais des ennuis politiques. Je vous ai dit qu'il s'implique beaucoup dans sa ville. Il va être souvent mandaté pour toutes sortes de missions, des ambassades, etc. Et une de ces ambassades va lui être fatale. Un groupe de faux amis va profiter de son éloignement. Il fait une ambassade auprès de Boniface VIII à Rome pour demander son exclusion du parti guelfe et il sera condamné par le pape à être exilé à vie et à être brûlé vif si jamais il lui venait l'idée de retrouver sa maison et sa cité. Il va vivre tout ce qui lui reste une trentaine d'années dans un exil qu'il va mal supporter. Tout le monde connaît et tout ça il dit, attendez, exactement, c'est le goût du sel que le pain d'autrui a. Tu connaîtras le goût du sel, le goût du sel, oui, que le pain a chez. Je me retrouverai peut-être tout à l'heure. Bon, alors, donc, il ne reste plus que des guelfes, et il va évoluer peu à peu, et se rendre compte que les guelfes, avec cette force du pape, qui est une force usurpée, il le dira de mille manières, je vais vous en lire quelques extraits. Le pape n'est pas à sa place lorsqu'il s'occupe des choses temporelles. Le pape est un pouvoir spirituel et il faut séparer les deux pouvoirs. Il le dira de mille façons dans la Divine Comédie et d'une manière souvent vigoureuse. Hein. Et alors, il va peu à peu glisser sur l'idée que le parti gibelin est celui qu'il faut stimuler, encourager, et il finira même donc avec des options gibelines, parce qu'à l'époque, le pape, pour conforter sa puissance fait appel aux forces, aux Français, et Dante dit, mais si les Français rentrent en Italie, regardez comme c'est prémonitoire, si les Français rentrent en Italie, nous n'arriverons plus à nous en débarrasser. Mieux vaut que ce soit des Allemands. Mais les Français, non. Et c'est ainsi qu'il va dire. Donc il est tout à fait suspect auprès de la pathologie. Il meurt à Ravenne, il va donc connaître un exil permanent, il va être accueilli naturellement par les grandes familles tout le temps. Il y a même un vers dans la Divine Comédie qui laisse penser qu'il passait par Paris. Et il va mourir à Ravenne le 14 septembre 1321. Voilà, c'est très 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 raccourci mon histoire. Hein. Il a écrit une œuvre essentielle. La grosse œuvre de l'œuvre, c'est la Commedia
Je dis bien la comédie, pas la divina, parce que la divina, ça a été rajouté par Boccace, à un moment donné, qui a trouvé ça divin. Mais lui, il écrit la comédia. Et c'est intéressant de savoir qu'il écrit la comédia, parce que la comédia, c'est le genre d'exercice littéraire qui se pratiquait en langue du terroir. C'est-à-dire que la comédia, il va s'appliquer à l'écrire dans une langue toscane, naturellement, hein, bien entendu, mais divine, et se trouve rajoutée. Il va être, c'est donc cette comédia-là, malgré le nom, qui n'a rien d'une comédie, n'a rien d'amusant, c'est très violent, c'est très cruel, c'est sans concession pour ceux qui détestent. Et naturellement, c'est rempli d'amour, bien entendu, vous le savez, puisqu'il y a cette quête de l'amour et cette volonté de sortir de la violence. Il y a, pour vous faire une idée tout à fait de ce degré de violence, il y a une scène de cannibalisme épouvantable qu'il va décrire avec une minutie parfaite. C'est un chef gibelin qui a été condamné à mourir avec ses enfants dans une tour. Hein, c'est Ugolino. Hein, et le Ugolino, à un moment donné, va lui parler, comme le principe du grand voyage dans l'enfer, le paradis, le purgatoire, le paradis, c'est un long cheminement, et à chaque fois il rencontre des gens, et c'est un prétexte pour s'exprimer, pour faire exprimer les gens qu'il rencontre, les personnalités qu'il rencontre. Et là, il va rencontrer Ugolino qui est acharné à mordre comme un cane, comme fanno i cani, le crâne, l'arrière du crâne d'un de ses enfants. C'est d'une cruauté. En fait, dans la comédie, dans la Divine Comédie, Dante inflige aux personnages, politiques ou non, des sentences ou des punitions, c'est bien ce que vous nous dites, hein, ça va bien, en fonction de leur... Ah oui, tu parles de leur péché. Je n'ai pas voulu rentrer dans l'organisation de la Divine Comédie. On en avait déjà parlé une fois de la Divine Comédie. Oui, on pourra en parler si tu veux.